Messieurs, bonsoir. Il est l'heure de vous informer sur la RTGA, la première équipe gouvernementale pour organiser la riposte contre la fièvre hémorragique d'Ebola s'est envolée pour le territoire de Bawende dans la province de l'Équateur ce mercredi. Et puis le torchon brûle à Kasumbalesa. Les enseignants de la Sodimco à Kasumbalesa au Katanga menacent de boycotter la rentrée scolaire 2014-2015. En politique, la Fédération du Congrès national congolais Maniema vient d'être dotée du matériel roulant dont du président national du CNC, le député national Pius Mwabulumbayi. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la RTGA. Riposte contre la fièvre hémorragique d'Ebola. La première équipe gouvernementale s'est envolée ce mercredi pour le territoire de Bawende dans la province de l'Équateur. Ces épidémiologistes ont apporté dans leur gibecière des médicaments pour la prise en charge des personnes atteintes de cette épidémie et des cas suspects. Le reportage de Clarisse Ekoko Kapalai et Elvis Ndaya. Le gouvernement congolais tient à arrêter l'expansion de la fièvre hémorragique d'Ebola. Ce mercredi, une délégation composée des épidémiologistes a été dépêchée à Djera dans les territoires de Bawende à l'Équateur avec des moyens pour la prise en charge des malades. N'oubliez pas de prendre les mesures qui s'imposent pour toute votre délégation pour que tout le monde se protège contre cette maladie. Et nous savons que le chef de l'État a instruit à ce que tout se passe au niveau de l'épicentre de l'épidémie à Lokolia. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de fournie, il n'y a pas de contact. Nous vous remettons ces deux tourelles pour qu'à partir de là, nous puissions être en contact avec vous et que nous puissions communiquer en temps réel sur ce que vous devez faire. La logistique va suivre à partir de demain. Les avions du gouvernement et des partenaires vont devoir décoller à partir de demain pour venir apporter toute la logistique nécessaire afin que nous passions à la vitesse supérieure pour ce qui concerne. La première équipe gouvernementale qui se rend à Djera reconnaît qu'elle a un défi à relever. Je pense que nous avons un défi. Le défi, c'est d'arrêter vite la transmission. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que l'épidémie, tout le monde nous regarde. Nous sommes partis ailleurs, même les professeurs Mouyembe m'a appelé tout à l'heure, tout le monde nous regarde. Comme tout le monde nous regarde, nous devons prouver que nous sommes vraiment experts, qu'il y a l'expertise dans ce pays. Et la seule preuve serait d'arrêter le plus vite possible la transmission. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire. En arrêtant la transmission, il faut que nous évitions l'extension de cette épidémie. Et je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver parce que nous avons connu l'épidémie de Kikwit où, surtout moi, je peux appeler une épidémie ouverte parce qu'il y avait des circulations. On n'a pas eu l'extension. L'objectif de cette intervention urgente est de tout mettre en œuvre pour éviter la propagation de cette épidémie. Et puis, le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la région des Grands Lacs séjourne en République démocratique du Congo à partir de ce mercredi. La tournée de Saïd Djinnit lui permettra de s'enquérir de l'application de l'accord d'Addis Abeba. L'annonce de son arrivée a été faite au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo. On en parle avec Astrid Mbouyi et Tchan Kabiona. Le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac séjournera en RDC du 27 au 29 août. Saïd Djinnit vient s'enquérir de l'application des recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la sous-région. Son agenda en RDC prévoit la rencontre avec les autorités congolaises et aussi la société civile. La MONUSCO, qui a livré cette information au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, a noté un calme en général en ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC. Le FARDC, appuyé par les troupes de la MONUSCO, poursuivent les offensives contre les ADF au nord Kivu, le Maï-Maï au sud Kivu et au Katanga contre des forces négatives. Au sujet des droits de l'homme, les Nations Unies ont noté 171 cas de violation des droits de l'homme en RDC pour le mois de juillet, une baisse par rapport au mois précédent. Aussi, les Nations Unies ont décrété le 2 novembre comme la journée internationale de lutte contre l'impunité et les crimes commis à l'endroit des journalistes, date qui coïncide avec l'assassinat de Claude Verneau et Ghislaine Dupont. La conférence de presse de la mission onousienne s'est penchée aussi sur la situation du virus Ebola en RDC. Le docteur Mukinda de l'OMS a indiqué que son institution accompagne la RDC dans sa lutte contre cette épidémie qui sévit à l'Équateur. L'OMS a précisé également qu'il y a peu de chances pour que ces virus arrivent à Kinshasa, eu égard aux mesures sanitaires déjà déployées.
Pacification de la région des Grands Lacs. Toujours une fois de plus, les combattants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda sont sous la menace de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni le mardi à New York, a appelé à la neutralisation des FDLR, ceci en vue de la stabilité de la région des Grands Lacs. Un commentaire de Richard Chakokaningele. Une autre menace contre les combattants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Elle vient cette fois-ci du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à mettre hors d'état de nuire et le plus vite que possible ces rebelles rwandais. La déclaration proposée par la France et la Grande-Bretagne à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question des FDLR a été adoptée à l'unanimité. Les 15 pays membres de cet organe permanent de l'ONU ont réaffirmé leur soutien à la neutralisation rapide des FDLR qu'ils estiment être une des principales priorités pour instaurer la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Pour les conseils de sécurité, les FDLR continuent de commettre de nombreuses exactions dont les recrutements d'enfants soldats et constituent une menace nationale et régionale constante. D'où l'importance de les désarmer et de mettre fin à cette menace. Toutefois, l'ONU déplore qu'aucun progrès significatif n'a été fait pour neutraliser les FDLR alors que plusieurs rebelles ont volontairement déposé les armes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Voilà pourquoi les conseils de sécurité encouragent le gouvernement congolais, en coordination avec la MONUSCO, à poursuivre activement les opérations militaires contre les dirigeants et les membres des FDLR qui ne prennent pas part au processus de démobilisation et continuent à violer les droits de l'homme. Et en bref, cette découverte, cette borne sur les 22 marquant la frontière terrestre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont été identifiées, ce dans le cadre de l'opération de démarcation des limites entre les deux pays lancée entre le Nord Kivu et le district de Rubavu au Rwanda. Une commission mixte RDC-Rwanda exécute ce projet conformément à la principale recommandation de la réunion bipartite Rwanda-RDC sur la question de ces limites. La rencontre a eu lieu dernièrement à Goma. Nous allons maintenant parler politique. La Fédération du Congrès national congolais Maniema vient d'être dotée du matériel roulant, dont du président national du Congrès national congolais, le député national Pius Mwabilu Mbayou. Cet engin permettra à la fédération de cette province d'être mobile et d'implanter le parti jusqu'au fin fond de la province du Maniema. Le reportage de José Olitomake, Jacques-Olivier Moulouba et Pedi Pereira. Cette moto toute neuve est un don du président national du Congrès national congolais, l'honorable Pius Mwabilu Mbayou Mukala, à la fédération du CNC Maniema. Ce matériel roulant permettra au président fédéral du Congrès national congolais dans le Maniema de porter haut l'étendard du parti cher au député national Pius Mwabilu car Etienne Mukota sera facilement mobile et va se mouvoir dans différents coins du Maniema pour l'installation du parti et surtout la sensibilisation de la base. L'honorable Pius Mwabilu Mbayou Mukala a demandé à Etienne Mukota d'en faire bon usage. Avant de faire 1000 km, il faut commencer d'abord par faire un pas. C'est un proverbe cher aux camarades chinois. Et je t'exhorte à tenir bon. Je t'exhorte à avoir en main tous les jours notre projet de société, notre règlement intérieur, qui sont des instruments majeurs de notre survie. C'est un effort des camarades du parti, parce que c'est eux qui cotisent. Ce n'est pas mon effort personnel, c'est l'effort de tout le monde. C'est eux qui cotisent. Les petits 1000 francs, 1500 francs que tu vois les gens venir donner ici pour acheter les cartes là. Et c'est un geste, ce sont des gestes qu'il pose depuis plus de 2 ans. Satisfait de ce geste, le président fédéral du CNC Maniema a remercié l'honorable Pius Mwabilu pour ce don qui vient, selon lui, booster les activités du CNC dans le Maniema. Je viens de remercier et d'apprécier l'effort fourni par les autorités au niveau national de nous avoir remis officiellement une moto. Et cela nous permettra déjà de nous retrouver au plus fond du Maniema. Nous allons étendre déjà les parties. Ça c'est un. Et nous continuons à remercier l'équipe nationale pour tout effort fourni pour notre logement,
restauration, notre garantie ici à Kinshasa, les retours aussi pour supporter notre ticket, ce sont eux qui sont en train de supporter tout ça. Et j'ose croire déjà qu'à mon retour à Kindu, ça serait un retour significatif, un retour de démarrage permettant déjà d'étendre le parti à l'intérieur du Maniema. Le CNC, ce parti politique de la majorité présidentielle, parti de gauche qui place l'homme au centre, n'entend rien céder lorsqu'il s'agit des intérêts de la mère patrie. Au chapitre de la reconstruction, la République démocratique du Congo voudrait moderniser sa voie ferrée et elle a déjà l'appui de la Belgique. Son ministre d'État, Armand Dedeker, qui séjourne à Kinshasa, a défendu auprès du Premier ministre Matata Ponyo Mapon la candidature d'un consortium belge désireux d'apporter son expertise à ce projet. Le point avec Bibiche Mouzeke Matete. La Belgique compte apporter son expertise dans le développement des infrastructures et celles ferroviaires en particulier. Le ministre d'État belge Armand Dedeker a rappelé au chef du gouvernement Matata Ponyo que l'axe Kin-Matadi a été construit au 19e siècle avec l'apport de la Belgique, raison pour laquelle il a défendu la candidature d'un consortium belge intéressé au projet de modernisation de la voie ferrée congolaise. On se demande comment y trouver l'énergie, les moyens et la force de faire des travaux d'une telle ampleur. Et aujourd'hui, le Congo souhaite remoderniser son réseau de chemin de fer et nous avons défendu la candidature d'un consortium belge autour du port d'Anvers et des chemins de fer belges. Et je crois que c'est un très très beau dossier, j'espère qu'il va aboutir. Quant à l'ambassadeur américain James Swan, il a évoqué avec le Premier ministre le suivi des décisions prises au cours du sommet des leaders africains organisé à Washington par le président Obama. Nous avons partagé même la conclusion que le Congo travaille déjà dans beaucoup de domaines qui ont été focalisés pendant le sommet, y compris les efforts dans le domaine de l'infrastructure, des réformes économiques, des efforts pour promouvoir l'agriculture et l'éducation. Et il nous faut continuer à travailler ensemble en partenariat afin de faire avancer ces dossiers. Rappelons que la RDC a été représentée à ce sommet par le président Joseph Kabila. Pendant ce temps, l'aéroport international de Ndjili se modernise. La Banque africaine de développement a disponibilisé 10 millions de dollars pour la transformation de cet aéroport. Ce mercredi, le chef de projet PPSA de la Banque africaine de développement a inspecté ce chantier en compagnie de l'administrateur directeur général de la régie des voies aériennes. On en parle avec Patrick Mpezo-Zanetti et Sylvain Bété. Normalement, ces choix étaient portés pour... L'aéroport international d'Ndjili est concerné par le projet prioritaire de sécurité aérienne. C'est un projet financé à 80% par la Banque africaine de développement. C'est dans ce cadre que le chef du projet PPSA a effectué cette visite dans les différents chantiers de l'aéroport. Nous sommes ici présents à l'occasion d'une mission de supervision du projet prioritaire de sécurité aérienne. Le coût du projet lui-même s'établissant autour de 150 millions de dollars. Le site que nous visitons en ce moment figure au nombre des 3 sites principaux sur lesquels les interventions se font. Il s'agit donc du site de Ndjili, de celui de Luano et puis celui de Kisangani. Après avoir palpé la réalité sur terrain, le constat fait par le fonctionnaire de la BAD est satisfaisant. Nous constatons que les travaux ont très bien avancé, que nous nous acheminons petit à petit vers la sortie, avec des travaux de finition qui sont en cours, avec des équipements qui sont déjà installés, d'autres qui sont en cours d'acheminement vers le site. Disons que nous sommes satisfaits du niveau global d'exécution des travaux. C'est peut-être l'occasion d'adresser nos félicitations à la Régie des voies aériennes et puis en même temps de féliciter l'entreprise pour les efforts assez soutenus qui ont été déployés ces derniers temps pour permettre d'atteindre ce niveau d'exécution des travaux. Bientôt, la nouvelle tour de contrôle, l'aérogare modulaire et d'autres infrastructures en construction sur ces lieux changeront le visage de la porte d'entrée de la RDC.
Nous allons rester dans les chantiers de la capitale congolaise. Le centre de formation professionnelle d'Afrique centrale, fruit de la coopération japonaise, sera remis au gouvernement de la République démocratique du Congo dans 2 mois. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Modeste Bahati Lukwebo, s'en est rendu compte lors de sa visite dans ce chantier. C'était le mardi. Le reportage de Martin Moudimbi Kapenga. C'est au mois de mai 2013 que le Premier ministre Matata Ponyo a posé la première pierre de construction du centre de formation professionnelle d'Afrique centrale. Ces joyaux, fruits de l'excellence des relations entre la RDC et le Japon, a coûté une bagatelle de 23 millions de dollars américains. Après 12 mois de travaux, l'ouvrage est presque fini. Le ministre de l'EDPS, Modeste Bahati Lukwebo, qui a effectué une visite d'inspection dans ce chantier, s'est réjoui de l'évolution rapide des travaux. Il n'a pas manqué de remercier le staff dirigeant de l'INPP qui dirige Maurice Tchoukuya, assisté de Claudine Dossi. C'est pour moi une surprise agréable que de voir qu'en si peu de temps, ce qui était néant aujourd'hui est une réalité. Vous venez de voir déjà les 2 grands bâtiments qui étaient sur la maquette et aujourd'hui c'est une réalité. Je dois dire sincèrement que je peux qualifier les Japonais et tous ceux qui travaillent avec eux comme des extraterrestres parce qu'en l'espace de 12 mois réaliser de si gros ouvrages, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Je comprends maintenant pourquoi le choix qui a été opéré sur les relations entre le Japon et la RDC avait nécessairement toute leur place dans les priorités du gouvernement. Ce centre de formation aura le mérite de recevoir des étudiants qui viendront des pays environnants de la RDC. Peu avant la visite du chantier, le ministre de l'EDPS, Modeste Bahati, a visité quelques ateliers de l'INPP. La modernisation des infrastructures de base et la mobilisation des recettes de l'État marchent ensemble. Un panel d'experts des ministères des Finances, des Transports et de l'Économie et Commerce a effectué une visite d'inspection au Beach Ngobila. Objectif, lutter contre la fraude à partir de ce poste frontalier afin de maximiser les recettes de l'État et moderniser les infrastructures portuaires. Le reportage de Vicky Moukeba. Maximiser les recettes de l'État, moderniser les infrastructures de manière à prendre en charge les flux commerciaux et conjuguer les efforts pour endiguer les velléités de la fraude au port fluvial du Beach Ngobila. Telles sont les pistes de solutions préconisées par un panel d'experts des ministères des Finances, des Transports, de l'Économie et Commerce. C'était à l'issue de la descente d'inspection effectuée dans ce grand poste frontalier de la RDC. Nous vous exhortons à payer toutes les taxes dues à l'État dans l'exercice de votre commerce transfrontalier, car l'État congolais a besoin d'argent pour la reconstruction de notre pays. Cette ferme volonté du gouvernement de la République de créer la classe sociale moyenne a permis aux membres de cette délégation de conscientiser ces opérateurs économiques à cultiver un patriotisme fiscal exemplaire. Je reviens sur la question des manifestes. C'est une instruction permanente, mais qui n'est pas suivie, qui n'est pas exécutée, et il n'y a aucune conséquence. Ça veut dire qu'elle est permanente, mais il y aura toujours la permanence de l'inexécution. Tout à fait. Tant qu'il n'y a pas de sanction. Et ça, je pense que ça revient à la SCTP de prendre les dispositions qu'il faut. Cette descente économique s'est clôturée par une séance de travail élargie aux régies financières et services de l'État œuvrant au Beach Ngobila à tourner autour de la certification de biens de consommation. Et puis, dans la province du Katanga, le Conseil national de sécurité nucléaire a décidé d'agir de manière coordonnée pour arrêter les pertes radiologiques et radioactives à Tenkefungurume. C'est ce qui ressort de l'Assemblée plénière du CNSN ce mercredi à Kinshasa. Suivez les détails dans ce reportage de Patrick
Face aux pertes radiologiques et radioactives signalées à Tenkefungurume dans la province du Katanga, le Conseil national de sécurité nucléaire, présidé par le ministre de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, a relevé la nécessité d'agir de manière urgente. Par rapport à la situation du Katanga, nous avons parlé parce que toutes les parties concernées étaient là. Il y a l'autorité réglementaire qui est le CNPRI qui était là. Il y a aussi l'opérateur dans le nucléaire, qui est le commissariat général des atomiques, qui était là. Nous sommes convenus que c'est une urgence. Nous devons nous asseoir ensemble sur la même table, c'est ce que le ministre nous a dit, pour coordonner nos actions afin de bien protéger la population. C'est ce qui est essentiel. Donc il est convenu que nous allons nous asseoir ensemble avec le CNPRI pour voir comment nous allons coordonner notre intervention commune. Au cours de cette assemblée plénière, les missions assignées au Conseil national de sécurité nucléaire ont été réétudiées. Définir clairement les missions du Conseil national de sécurité nucléaire qui sont décrites dans la loi. Le décret les décrit très bien. Il s'agit aussi essentiellement de contrôler le trafic illicite des matières nucléaires et radiologiques, de lutter contre le sabotage et contre aussi les actes de terrorisme. Le ministre Maker Mwangwa a demandé au Conseil de siéger à nouveau la semaine prochaine pour passer à l'action. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, le torchon brûle au Katanga. Des enseignants de la Sodimco à Kasumbalesa menacent de boycotter la rentrée scolaire 2014-2015. Ils réclament le paiement de 8 mois d'arriéré de l'année scolaire dernière. Ils l'ont fait savoir ce mercredi au cours d'une conférence de presse depuis Kasumbalesa. Jean-Claude Mukingeshaï, notre correspondant. Ces enseignants disent n'avoir pas touché leur salaire de plus de 8 mois. La plupart sont ceux de l'EPMO Ona et Niali de la Sodimiko, situés à 7 km de Kasumbalesa-Douane. Pour les sources pédagogiques, ces écoles dépendent totalement de la société minière du Congo. Depuis que la société est en faillite, presque toutes les activités sont paralysées. Ces mêmes sources évoquent aussi les cas de près de 50 élèves finalistes qui avaient manqué de présenter les épreuves des examens d'État faute de moyens financiers. Situation qui avait préoccupé toute la population de cette cité. D'après une source qui a requis l'anonymat, même les agents de la Sodimiko réclament les arriérés de leur salaire. Les enseignants de la Sodimiko exigent aux autorités congolaises l'amélioration des conditions salariales pour la bonne évolution de l'enseignement à Kasumbalesa. Ils promettent d'abandonner l'enseignement. Contacter les sous-préfets du territoire de Sakagnan, c'est refuser de tout commentaire. L'administrateur général de la Sodimiko aussi était resté injoignable. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukinga Kalombo, RTGA. Merci Jean-Claude Mukinga pour cette actualité. Entre-temps, le gouvernement provincial du Bas-Congo vient de décider le paiement du péage par voie bancaire. Question de mettre fin au coulage des recettes occasionnant le manque à gagner au trésor public. Le coût d'envoi de cette opération a été donné par le ministre provincial des ITPR, Oscar Massamba. Le reportage de Richard Chako Kanengele et Neftali Bouamoutala. Désormais, le paiement des frais de station de péage tout au long de la nationale numéro 1 s'effectuera par voie bancaire. Cette opération est le fruit de plusieurs séances de travail tenues par l'exécutif provincial du Bas-Congo et le gouvernement central. Ce, en vue de mettre fin au coulage des recettes, occasionnant ainsi le manque à gagner au trésor public, a souligné le ministre provincial des ITPR, Oscar Massamba. Si cet heureux événement a pu être réalisé, c'est parce que c'est suite à une réunion qui s'est tenue à Kinshasa en date du 12 mai dernier. Et il y a eu lors de cette réunion le ministre national des ITPR et c'est lors de cette réunion qu'il y a eu des résolutions et c'est suite à cette résolution-là qu'il y a eu de la matérialisation de ce qui vient de se passer. La Banque sera là uniquement en tant que collecteur de fonds.
hein. Il y a l'entreprise en soi qui est là, et puis il y a le comité également de suivi et de contrôle qui est composé des experts venant et du ministère national des ITPR, mais aussi de la province du Bas-Congo. Il faut signaler que le ministre provincial des ITPR a procédé à l'installation du comité de contrôle et de suivi des concessions route Matadi-Kinshasa au poste des péages de Kassangoulou et de Lukala. Nous allons terminer avec ces derniers hommages. La première dame de la République démocratique du Congo a été éprouvée. L'épouse du chef de l'État a perdu son oncle paternel, Albert Kekongo Longoma. La levée du corps a eu lieu lundi et l'enterrement est intervenu ce mardi. Au nom du couple présidentiel, Marie-Olive Lembe Kabila s'est recueillie devant la dépouille. Suivez ce reportage. Décédé à Kinshasa le 22 août dernier, c'est ce mardi 27 août qu'Albert Kekongo Longoma, oncle maternel de la première dame, a été inhumé. Bien avant, le corps a été exposé en sa résidence au quartier Bibois, dans la commune de Lancélé, où les membres de la famille, les amis et connaissances ont fait les déplacements pour lui rendre un ultime hommage. Parmi eux, sa nièce, Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo. Avec un cœur serré et plein de tristesse, l'épouse du chef de l'État vient déposer sa gerbe de fleurs signées « Couple présidentiel », se recueillant devant la dépouille mortelle avant de prendre place aux côtés de sa grand-mère maternelle éprouvée par ce décès. La disparition d'un être cher a toujours été un choc difficile à surmonter, mais les souvenirs que l'on garde de lui peuvent constituer une véritable consolation. Le patriarche de la famille, le général Jean de Dieu Oleko, témoigne. C'était un rassembleur. Un homme d'une nature très simple. Juste après les témoignages, le cortège funèbre s'est ébranlé pour le cimetière nécropole entre terre et ciel où reposera à jamais Albert Kekongo Longoma, décédé à l'âge de 61 ans. Muyomba, comme aimait l'appeler la première dame de la RDC, laisse derrière lui une veuve et plusieurs orphelins. Marie-Olive Lembe Kabila, rose rouge à la main, se voit contraint de nouveau par le destin de dire adieu à un être cher, son oncle maternel. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis Pretoria en Afrique du Sud et dans toutes les grandes villes du monde. Restez avec nous sur la RTGA.